Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Péril sur la célébration du 20 mai dans le nord-ouest Cameroun. En plus des villes mortes imposées aux populations par les séparatistes, des messages de menaces circulent depuis quelques jours dans la région. L'autorité administrative tente de calmer le jeu en faisant passer un message d'assurance vis-à-vis des habitants de la région du nord-ouest. Dans l'actualité également ce soir, le dialogue de la dernière chance proposé par la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Le dernier rempart pour mettre un terme à la crise sociopolitique dans les régions anglophones. Les évêques du Cameroun déplorent les violences perpétrées sur les civils et sur nos forces de défense et de sécurité. Cet autre appel sera-t-il entendu? Jean-Christian Akam tentera de nous apporter des éclairages dans ce 19h50. Que se passe-t-il sur le chantier de la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé? Les travaux sont abandonnés depuis quelque temps sans aucune explication. Les employés n'ont plus d'interlocuteurs sur le site. L'entreprise qui ferait face à des difficultés financières demande le paiement d'un montant avant la suite des travaux. Et puis, les populations de Niamson dans le Bas-Mékim plongées dans le noir depuis plus de 3 ans. Le taux de réussite aux examens dans cette localité en a pris un coup sérieux. L'activité économique est devenue pratiquement impossible. Ces populations en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Autoroute Kribi-Lolabé, les travaux de construction sont aux arrêts depuis quelque temps maintenant. Le site qui était rythmé depuis un moment par le vrombissement des moteurs des engins présente désormais un calme des cimetières. Cependant, les ouvriers se sont mués en casseurs de noix de palmistes et concasseurs de pierres. Selon ces derniers, l'entreprise chinoise en charge des travaux a plié bagage sans leur en donner les raisons. Cette route qui devrait permettre de fluidifier l'accès au port autonome de Kribi est aujourd'hui réalisé à environ 85%. L'entreprise exige le paiement des 15% restants avant l'achèvement des travaux. Le reportage de Monique Naoussi et Moussa Takou. Pas de va-et-vient incessant des engins de l'entreprise Chèque sur le site de construction de l'autoroute devant relier Lolabé à Kribi. Face aux caméras, quelques ouvriers rencontrés sur place sont muets comme des tombes, mais affirment en off que l'entreprise chinoise maître d'œuvre est parti sans crier gare. C'est désormais dans les champs que François d'Assise Ngoua, ancien ouvrier, cherche son pain quotidien. Ils ont toujours dit que pour le moment là, ils arrêtent d'abord pour 2 mois. Et après ils vont revenir. Après ils ont battu que même si l'État ne paye pas, nous ont seulement dit qu'ils seulement payer 2 mois. Il s'est également converti à la casse et à l'exploitation des graviers qui se déversent le long de la route lors du transport des matériaux de construction. Nous met en difficulté, nous parce que les Chinois ne nous tiennent pas comme ils nous maltraitent. Donc ce qui fait que même certains droits qu'on réclamait, ils ne nous avaient pas payé ça. Parce que ils disaient que on n'a pas, ils n'ont pas le droit à nous payer. Oui. Par exemple, vous allez même voir les endroits qu'il faut dédommager, ils ne dédommagent pas ça. Par exemple, comme là en haut, là, vous avez ici, là, c'est le chemin, il y a une tombe qui est ici là en haut. Ils ont dévié ça, la route passe sur la tombe. En plus du chômage, ils gardent le souvenir des sévices infligés aux ouvriers camerounais. Ça s'est passé verbalement. Donc déjà, quand on veut vous dire que bon, vous allez arrêter le travail pour un temps, pour 2 mois. Après, vous allez reprendre. Et entre-temps, ils ont donné les préavis aux anciens qui ont déjà fait plus de 6 mois que non. Ceux-là, quand le travail va reprendre, ils ne seront plus en possession du travail, donc ils ne pourront plus le recruter. Comme lui, il y a des centaines de jeunes au chômage depuis l'arrêt des travaux. Réalisé à plus de 86%, l'entrepreneur exige le versement de la quote-part de 15% des 250 milliards coût des travaux du tronçon. La livraison du chantier était prévue pour le 2e trimestre de 2018. Il est donc urgent que ces travaux s'achèvent pour faciliter l'accès au port autonome de Kribi.
Nous le disions en titre, le cri de détresse de la conférence épiscopale nationale du Cameroun au sujet de la crise anglophone. Les évêques du Cameroun réunis au sein de cette organisation appellent le gouvernement à initier un véritable dialogue inclusif pour résoudre la crise sociopolitique dans les régions anglophones du pays. La conférence épiscopale ne manque pas d'esquisser quelques propositions pour résoudre la question. Une énième invitation dont on se demande si elle a une chance d'être entendue. Tentative de réponse avec Jean-Christian Okam. L'Église catholique, à travers la conférence épiscopale nationale du Cameroun, revient à la charge. Pour une énième fois, dirait-on, elle attire l'attention sur la crise sociopolitique qui prévaut dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Selon le communiqué signé de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, une médiation s'impose. Cet appel qui n'a presque rien de nouveau fera-t-il écho cette fois-ci parmi les acteurs de la crise sociopolitique qui traverse les régions du sud-ouest et du nord-ouest? Difficile à ce stade de prendre une position tranchée sur cette question. Il y a tout de même quelques ingrédients, comme qui dirait, et qui pourraient peut-être élaguer des pistes et jeter un rayon de lumière, si petit soit-il, sur cette délicate question. D'abord, la récente sortie du ministre de la Défense, sortie au cours de laquelle il reconnaît les exactions commises par les éléments de nos forces armées dans l'exécution de certaines de leurs missions sur le terrain. Ensuite, l'arrestation il y a peu du fameux rebelle Aïvo, crédité de plusieurs assassinats de soldats et d'enlèvements de fonctionnaires, un grand manœuvrier de la sécession. Enfin, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en communion de cœur avec le Cameroun tout entier, vivent dans l'expectative de l'esprit de Pentecôte, fête chrétienne en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, garantie de paix pour l'humanité tout entière. La peinture est certes plus ou moins révélatrice des derniers faits marquants de l'actualité, mais on ne saurait lui prêter des intentions démesurées. Espérons néanmoins qu'un brin d'espoir sur le règlement de la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest puisse enfin éclore de cet appel catholique pour le bien de tous les Camerounais. Cependant, s'achemine-t-on vers un boycott de la fête de l'unité nationale dans les régions anglophones du Cameroun? À quelques jours de ce grand rendez-vous de l'histoire de notre pays, les populations de Kumbo, dans le nord-ouest bien sûr, sont hantées par la peur de sortir de chez elles au regard du climat délétère qui prévaut dans toute la région. En plus des journées villes mortes imposées aux populations par des sécessionnistes, des messages de ces séparatistes menaçant ceux des habitants qui oseront prendre part à la célébration du 20 mai sont publiés depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Cependant, le sous-préfet tente de rassurer les habitants. Lille Piedjou et Joseph Roger Foy nous en disent plus. Des marchés fermés, des rues quasi désertes, seuls quelques véhicules et mototaxis à usage personnel circulent dans la ville de Kumbo, région du nord-ouest. À quelques jours de la célébration de la fête de l'unité nationale, les villes mortes s'intensifient. Les populations vivent la peur dans le ventre. Elles s'interrogent sur l'effectivité de cette commémoration au regard du climat qui prévaut dans cette partie du pays. Face à cette incertitude, l'autorité locale rassure. As far as security is concerned, we have also received reports from our collaborators. En ce qui concerne la sécurité, toutes les mesures ont été prises pour que, avant, pendant et après ce 20 mai, on n'enregistre aucun incident. J'appelle le peuple de Kumbo à ne pas céder à la peur, encore moins à tout ce qui se dit. Le 20 mai reste le jour de notre unité nationale. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Nous devons tous sortir. Cette assurance découle des multiples réunions de sécurité organisées avec les forces de maintien de l'ordre, les chefs traditionnels et autres forces vives locales, pour une parfaite synergie pour un Cameroun indivisible.
Ces menaces et intimidations des sécessionnistes n'ébranlent pas du tout l'autorité administrative dans le nord-ouest. À l'issue des séances d'entraînement pour le défilé de ce 20 mai, ce jour à Bamenda, le gouverneur de la région du nord-ouest a tenu à rassurer les populations de ce que tout se passera bien. Il les a également invités à se rendre massivement sur les places de fête à travers la région du nord-ouest. Je vous suggère d'écouter Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur du nord-ouest, au micro de notre correspondant sur place, Annie Collins. La mobilisation des populations de la région du nord-ouest et la discipline des forces de défense. Nous avons assisté tout à l'heure aux répétitions. Je voudrais dire ici que le nord-ouest est préparé pour avoir une belle célébration de notre fête nationale. Et je voudrais saluer la mobilisation de toutes les parties prenantes. Et comme en plus il s'agit de populations qui croient fortement en Dieu, dimanche étant le jour de la Pentecôte, je lance un appel solennel à tous les fils et filles du Nord-Ouest après la messe de dimanche de converger directement au grand centre de Bamenda pour assister et participer activement à la célébration de la fête nationale. Merci. Et toujours au sujet de cette 46e fête de l'unité, l'assainissement de l'arrondissement de Douala, deuxième au menu de la réunion de sécurité tenue à Douala justement ce jour, présidée par le gouverneur de la région du littoral. L'accent a été mis sur la sécurité et la sécurisation des populations de cet arrondissement. Alex Lembe et Martin Lutin-Djemou nous en disent plus. Agression, vol à main armée et à l'étalage, pickpocket, consommation et vente illicite de stupéfiants, désordre urbain, non-électrification des rues. Voilà brossé en quelque sorte et en quelques mots les problèmes qui minent les populations de l'arrondissement de Douala 2e. Problèmes qui ont été évoqués et épluchés lors de la réunion de sécurité tenue il y a quelques jours à Douala dans cet arrondissement. Personnellement présidé par Samuel Dieudonné Ivaboua, gouverneur de la région du littoral, avec à ses côtés son état-major bien au complet, les élites et chefs traditionnels de cet arrondissement. Ceux-ci ne sont pas passés par deux chemins pour poser sur la table le sempiternel problème d'insécurité dans cette circonscription administrative. Avec tout ce que le gouverneur vient de nous dire, si c'est appliqué par les familles, parce qu'il y a des locataires chez nous qu'on ne sait pas d'où ils viennent, et quand on les loge chez nous, il faudrait déjà savoir qu'est-ce qu'il fait. Vous logez un locataire, vous chez toi, il est bandit, il est tueur, vous ne savez pas, il reste à la maison toute la journée, la nuit, il sort pour tuer les gens, et il continue à rester avec vous. Vous ne savez pas, disons que son idéologie. Les autorités qui nous encadrent, à savoir le gouverneur au niveau de la région du littoral, le préfet au niveau du département du Bouri et le sous-préfet, pour ne pas dire tous les autres sous-préfets, sont à l'écoute des populations. Leurs portes sont ouvertes, on échange. Pour l'autorité administrative, l'ordre doit régner à tout prix et à tous les prix. La guerre des gangs doit disparaître, bref, force doit revenir à la loi. Nous voulons donc, à Douala 2e, comme je l'ai dit, juste faire une évaluation et nous rassurer que les mesures que nous avons prises ensemble continuent, n'est-ce pas, d'être implémentées sur le terrain. Il est donc désormais question de déloger de leurs cachettes respectives les différents trafiquants ainsi que les différents gangs pour le bonheur des populations de Douala 2e. En attendant le jour J pour la célébration de cette fête de l'unité, l'armée camerounaise ouvre ses portes aux populations et ça se passe à Yaoundé. On en parle avec vous, Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, l'armée camerounaise ouvre ses portes au grand public. C'est à travers les journées portes ouvertes lancées ce jour à la base aérienne 101 de Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Joseph Betty Assomo est venu apprécier et encourager le travail des forces de défense. Brand Kamga et Serge Alenzeou. Lorsque l'armée camerounaise ouvre ses portes au grand public, il y a du beau et du bon à découvrir. À la base aérienne 101 de Yaoundé, les parachutistes, le bataillon des troupes aéroportées présentent aux Camerounais de tous bords leurs équipements. Le régiment d'artillerie sol-sol est bien en poste avec un matériel de pointe, paré à toute éventualité. Il y a ce canon bitube 35 mm, ces chars blindés déployés à Amchide ou à Kolofata,
dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Les armées maritimes et de l'air ne sont pas en reste avec ces appareils volants, la preuve que l'armée camerounaise est bien outillée. 2 ans déjà que les forces de défense échangent avec le public en lui présentant et ses atouts et les bienfaits d'appartenir à ce corps, le principe armée-nation dans la pratique. Le coup d'envoi des journées portes ouvertes de l'armée camerounaise est donné ce 17 mai sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomon. Il est accompagné de son état-major et la visite guidée permet entre autres de découvrir la capacité d'intervention de la gendarmerie nationale et les avancées majeures du secrétariat d'État à la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il y a aussi le volet culturel, artistique et sportif de nos forces de défense qui donne à voir à la base aérienne 101 de Yaoundé. Tout ceci en prélude à la 46e fête nationale de l'unité et au boulevard du 20 mai, les forces de défense et de sécurité ont procédé au marquage avec cette séance de répétition. La grande parade c'est pour dimanche prochain devant le chef suprême des forces armées, le président de la République, Paul Biya. Et la grande parade du défilé au boulevard du 20 mai se fera une nouvelle fois avec l'armée nigériane qui, vous le savez, est également engagée dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Le contingent du 7e bataillon de l'armée de garde nigériane est déjà prêt pour cette 46e édition de la fête nationale de l'unité. Retrouvons Bouba Gomna et Serge Alain Ziebou, envoyés spéciaux à Abuja. Abuja, la capitale politique du Nigeria. Ce 15 mai 2018, nous sommes au quartier général du 7e bataillon de garde de l'armée nigériane. Une unité spéciale d'élite invitée au boulevard du 20 mai pour la 46e édition de la fête de l'unité. C'est l'amitié entre les deux pays. Et quoi de plus, quoi de mieux pour célébrer l'amitié que lorsque quelqu'un célèbre son anniversaire et qu'un ami ou un frère participe à la célébration de l'anniversaire pour souffler sur le gâteau. L'amitié et la coopération entre ces deux pays voisins se situent à 2 niveaux. D'abord les relations bilatérales, ensuite les relations multilatérales, avec la mise sur pied de la force multinationale pour lutter contre la secte islamique Boko Haram. La force multinationale comporte un secteur qui est géré par l'armée camerounaise et les échanges entre le secteur camerounais et les autres secteurs, et surtout le secteur nigérien, comme vous le précisez, se passe très bien. On se soutient sur tous les aspects. Le soutien est vraiment holistique. Échange de renseignements, soutien logistique, ainsi de suite. Le colonel Kutieu, ce vaillant et pétri d'espérance officier supérieur camerounais, attaché de défense à l'ambassade du Cameroun au Nigeria, visiblement dans son biotope avec l'armée nigériane haute du Cameroun, arrache une salve d'applaudissements lors de son briefing. D'applaudissements qui traduisent la joie et l'enthousiasme de ces jeunes de l'unité d'élite nigériane qui arriveront pour la plupart pour la première fois au Cameroun. For me personally, this is my first time as an individual. Personnellement, c'est ma première fois de prendre part au défilé au Cameroun. Mais pour le contingent nigérian, c'est pas la première fois. Le Cameroun, c'est un bon voisin. Nous avons un bon partenariat sur le plan militaire et économique. Sur les 70 invités, nous avons 15% de femmes qui prendront part au défilé du 20 mai. En fait, le contingent est constitué d'un mélange d'hommes et de femmes. Attendu ce jour à Yaoundé avec leur fanfare, c'est une centaine de soldats nigériens parés pour le 20 mai. Il s'agit bien du 7e bataillon chargé de la défense qui va effectuer le déplacement de Yaoundé au boulevard du 20 mai pour magnifier avec toute l'armée camerounaise la 46e édition de la fête de l'unité.
Le ministre de la Communication, accompagné de sa collègue des Postes et des Télécommunications, et le directeur général de Camtel a reçu en audience ce jour à Yaoundé le commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun. Il était question de lui faire part de certaines informations faisant état d'une antenne de télévision de sécessionnistes dont la base se trouverait en Afrique du Sud. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Issa Tiroma au micro de Michel Foucault. Nous avons donc le ministre des Postes et Télécommunications, nos collaborateurs de Camtel et ceux du ministre des Postes et de la Communication. Nous avons donc reçu l'ambassadeur pour lui faire part donc de ce que nous avons des indications selon lesquelles les sécessionnistes auraient leur antenne basée quelque part en Afrique du Sud. Ce que l'ambassadeur demande naturellement, c'est d'avoir toutes les données qui leur permettront de prendre les mesures nécessaires parce que, comme elle-même elle dit, l'Afrique du Sud ne se permettra pas d'être une base de déstabilisation d'un pays ami comme le Cameroun. Rendons-nous à présent à Niamsong, dans le Mbam-Mekim. Les populations de cette localité broient du noir depuis 3 ans déjà. Une situation qui a une grande incidence sur l'éducation scolaire des enfants, qui enregistre de plus en plus d'échecs aux examens. Les activités économiques ont également pris un gros coup. Suivant ce reportage de Karl Mezatatuya. Depuis près de 3 ans, cette ampoule n'a pu être allumée faute d'énergie électrique. Difficile à croire, c'est pourtant une réalité que vivent les 350 âmes du village de Niamsong, situé à 4 km de Bafia dans le Mbam-Menubu, région du centre. Nous vivons dans un autre monde ici, parce que ça fait comme si nous étions dans un monde à part, nous ne sommes pas peut-être dans le Cameroun. Nous souffrons ainsi. Dans cet environnement difficile pour les enfants de mener à bien leurs études, les activités économiques aussi sont au ralenti. De nos enfants, vraiment pour l'école, ça ne va pas. On a trop d'échecs depuis ces 3 ans-là passés, ils n'ont pas moyen d'études. Les parents n'en ont pas plein, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir avoir du pétrole à tout moment. Il y a des jours où on dort vraiment dans l'obscurité, pas de larmes, parce que même l'énergie, on n'en a même pas. Donc, on a trop d'échecs. Tous les appareils sont gâtés, on n'a plus rien. Même pour être informé, c'est pas facile pour nous. Les plus nantis ont trouvé une alternative, le groupe électrogène. Mais on compte au bout des doigts ceux qui peuvent s'offrir ce luxe. La plupart d'entre nous font des efforts pour se trouver des groupes parce qu'on ne peut plus, nos enfants n'arrivent pas à étudier beaucoup de problèmes qui nécessitent la lumière. On a beau réclamer, on a beau demander rien. C'est le moment pour eux de se tourner vers le pouvoir public. Si les pouvoirs publics pouvaient nous aider pour remettre la lumière, ça devait être bon pour nous. Un rêve qu'ils souhaitent voir se réaliser dans les tout prochains jours. Éducation, 19% d'enfants sont non scolarisés au Cameroun et environ 1 million d'élèves sont menacés de quitter le cursus scolaire sans arriver en fin de cycle primaire et secondaire. C'est ce qui ressort du rapport sur les enfants et adolescents en dehors de l'école au Cameroun. Il s'est également agi de trouver des solutions à ce phénomène de déscolarisation. Delphine Foncoutene et Samuel Bonis. 1,251 million d'enfants âgés de 5 à 15 ans ne sont pas scolarisés au Cameroun. Ce phénomène qui se fait de plus en plus ressenti dans les régions du Nord, extrême Nord, Adamawa et Est, touche davantage les filles au secondaire. Le grand défi, il est dans la transition entre les cycles. Faire en sorte que du cycle primaire au secondaire, comment on assure la transition, comment on fait en sorte qu'il y ait moins de redoublement possible et que les enfants quittent l'école. L'étude réalisée par l'UNICEF révèle en outre que plusieurs facteurs, notamment sociaux, culturels et économiques, expliquent cette non-scolarisation ou déscolarisation précoce des enfants. Il faudrait que chaque enfant soit à l'école. Alors, pour arriver à l'inclusion, il faudrait savoir où est-ce que les enfants se retrouvent et pourquoi ils ne sont pas à l'école. Réunis à Yaoundé ce 16 mai, experts, consultants et économistes de l'éducation,
dessine les pistes de solution à ce problème. C'est une question à la fois donc, de volonté, de politique et de moyens. Et lorsqu'on voit donc, les tendances passées, on constate qu'il y a des progrès remarquables qui ont été réalisés dans la scolarisation des filles et des garçons dans le pays. Ça a concerné les différentes catégories d'âge, ça a concerné les différentes catégories sociales et ça a touché l'ensemble du territoire du pays. Je pense qu'il faudrait continuer sur ce trend-là et ce phénomène des enfants qui ne sont pas scolarisés peut être maîtrisé donc dans des proportions très satisfaisantes. Le rapport sur les enfants et adolescents dehors de l'école au Cameroun validé ce mercredi propose également des stratégies clés devant permettre à notre pays de procurer un accès à l'instruction et à l'éducation à tous les enfants, sans exception. Prenons de la hauteur avec Turkish Airlines qui veut un partenariat solide avec la presse camerounaise dans son ensemble et promet de se mettre à ses côtés pour son développement. La compagnie aérienne turque en a administré la preuve, a embarqué 5 médias locaux échantillons de ce nouveau partenariat pendant 4 jours à Istanbul. Des clichés avec Rodrigue Tanguay et Colin Stayou, envoyés spéciaux. Aéroports internationaux de Douala et de Yaoundé, ce 10 mai 2018, une dizaine de journalistes et caméramens embarquent à bord d'un vol Turkish Airlines, direction Istanbul, la compagnie de l'ancien empire ottoman, qui célébrera bientôt ses 100 ans d'existence, met l'accent sur la sécurité et le confort de ses passagers. La presse invitée à en témoigner. 7 heures de vol et tous les passagers de cette ligne commerciale sont à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul. Un vol rendu agréable par le confort de la cabine et surtout le professionnalisme du personnel navigant. On laisse toujours nos clients avoir un choix de tout et de pouvoir goûter aussi aux traditions, à la culture turque aussi. Alors comme vous avez vu au business, il y avait 3 sortes de plats chauds. Économiques aussi, on propose à nos passagers. Bon, le retour Yaoundé-Istanbul, c'était un petit déjeuner. Turkish Airlines a mis les petits plats dans les grands. Ces autres arrivés sur le sol turc en business class sont logés dans un 5 étoiles, l'un des plus flamboyants d'Istanbul. Avant une rencontre 24 heures après, avec le vice-président Afrique subsaharienne, chargé des ventes de la compagnie qui dessert 34 pays d'Afrique pour 105 destinations, faisant d'elle le roi des airs sur le continent noir, du haut de ses 11 376 vols par an, devançant ainsi Air France et British Airways. Cette solide réputation repose sur la prime à la sécurité, vérifiable au centre d'instruction à la navigation aérienne de Turkish Airlines à Istanbul. Simulateur de vol pour préparer les pilotes à des situations d'urgence, recyclage à la sécurité incendie du personnel de bord, leçons d'aérobie, tout le personnel navigant de la compagnie. Parmi les 10 000 salariés qu'elle compte au total, y passe au moins 2 à 3 fois par an. Et le plus impressionnant est le centre de sécurité incendie aérien, un des 3 dans le monde. Turkish n'hésite pas à prêter cet espace de training à ses concurrents. Des performances qui honorent le top management de Turkish Airlines, qui à partir de son headquarter ici à Istanbul, voit plus grand pour les 2 décennies à venir. Turkish Airlines, c'est 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an et espère à l'horizon 2036 générer 30 milliards de dollars. Ici au headquarter de Turkish Airlines à Istanbul, Colin Stayou, Rodrigue Tanguay, Canal 2 International. Merci Rodrigue. De l'action de grâce dans la suite de ce journal. Le recteur du petit séminaire Saint-André Bafia, retrouvé mort dans sa chambre il y a 1 an, a reçu les hommages de la grande famille du diocèse de la ville. Ce jeudi, la messe dite en la chapelle Saint-André avait pour objectif de faire accepter la réalité de cette mort subite, mais aussi de prier pour le repos de son âme. Brand Kamga et Espoir Anissé Baïha. Il s'appelait Abbé Amel Kolis Ndjama, prêtre du diocèse de Bafia. 1 an après sa disparition, une messe d'action de grâce est dite pour le repos de l'âme de l'ancien recteur du petit séminaire Saint-André, retrouvé mort dans sa chambre le 10 mai 2017. Nous avons la ferme conviction que désormais, il vit auprès du Père dans la joie
il est question pour nous de continuer cette joie de vivre qu'il avait, lui. Et je l'ai dit aussi, c'est le moment d'assumer tout ce qui s'est passé et de continuer. La messe de ce jeudi 17 mai en la chapelle Saint-André de Bafia est conduite par le modérateur diocésain qui, dans son homélie, a rappelé que la mort est le passage à la vie éternelle. Le père Amel s'en est allé peut-être jeune, mais a laissé un grand héritage. L'abbé Amel, c'était une institution. Vivre avec l'abbé Amel, c'était apprendre tout. Apprendre tout. Il fallait retenir 3 grands visages. C'était un chef de famille. C'était un prêtre. C'était un paysan. Un homme qui fit vœu de chasteté pour servir le Christ, religieux, religieuses, séminaristes, membres de la famille et prêtres, ont aussi rendu grâce à Dieu pour son amour. Tout ce qu'il fait est bon. En rappel, le recteur du petit séminaire Saint-André de Bafia a été retrouvé mort 3 semaines avant la disparition tragique de l'évêque de son diocèse, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Encore quelques heures et les portes du Parlement panafricain vont se refermer. En attendant, les députés africains se sont intéressés aux médias et à la question particulière des lois de diffamation. Une loi qui, selon eux, menace le plein épanouissement du journalisme sur le continent. Un sujet osé qui a retenu l'attention de notre envoyé spécial, Ghislain Pierre-Essonneau. Tout part d'un constat. En Afrique, les personnes occupant des postes qui leur confèrent le pouvoir l'utilisent pour faire taire les critiques contre elles. Politiques, fonctionnaires et représentants des entreprises se servent des lois sur la diffamation contre la presse, pourtant investies du rôle de dénonciation de la corruption, des malversations et des abus de pouvoir. À l'exception du Rwanda et du Ghana, la diffamation a été érigée en délit sur l'Afrique. Aussi est-elle punie comme le vol et autres infractions. Cet état de choses préoccupe les parlementaires africains qui voient en cela des fautes professionnelles officielles qui facilitent le secret officiel mais en tuant l'obligation de reddition des comptes des autorités publiques. À la fin, on assiste à l'étouffement du reportage et des débats publics. Je suis contre le prison parce que je suis quelqu'un qui a fait la révolution 2 fois contre les hommes qui emprisonnaient les journalistes et les révolutionnaires et les jeunes et chaque personne qui avait quelque chose à dire. Mais je suis aussi pour la responsabilité et donc on est tous responsables de ce qu'on fait. La loi est faite pour tout le monde, il n'y a pas d'ange et il n'y a pas de diable. À l'origine des normes juridiques à l'interprétation diverses et variantes en fonction des enjeux du moment, au point où tente à disparaître le journalisme d'investigation sur le continent africain par les médias africains au profit du divertissement sportif plus large ou plus grave encore, la presse à gage. Autre impact, la non-protection jusqu'ici des personnes qui demandent les comptes à l'État et qui se battent au quotidien pour faire avancer la liberté et la démocratie. Cet état des choses provoque encore l'indignation auprès des députés africains. Des animateurs ou alors des soi-disant journalistes qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune déontologie, se mettent à prononcer, à dire tout ce qu'ils veulent sur vraiment des personnalités. C'est ces journalistes-là auxquels moi je m'insurge. On doit fermer les radios, on doit alors les empêcher alors vraiment de gangréner notre société. Il ne s'agit pas de dire que le journaliste ne doit pas rendre compte quand il a tort, mais d'harmoniser 2 contraires, la liberté et la bonne gouvernance, en recommandant l'indispensable formation des journalistes et leur viabilité économique et financière. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec le projet PACOM de l'Union européenne qui s'achève bientôt. Et on en parle avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Le programme plutôt d'appui à l'amélioration de la compétitivité de l'économie s'achève donc dans 2 mois et les résultats sont déjà atteints. Des centaines de personnels d'entreprises formés, des certifications de 36 consultants obtenus. Ces résultats et bien d'autres ont été présentés ce jour à Douala lors de la 7e session du comité de pilotage du PACOM. Le récit de Carole Yemelon et Serge Tachimou. Nous allons quand même dire aujourd'hui que le niveau d'engagement et de paiement sur les ressources de ce DP3 se situe à 82% donc pour les engagements et à 53% pour les paiements. Je pense que ces statistiques sont notamment bien meilleures
est loin de 27% que nous avions déploré il y a environ 6 mois, monsieur le régisseur. Satisfaction du professeur Isaac Tamba, président du comité de pilotage du programme d'amélioration de la compétitivité à l'issue de la 7e session ce jeudi à Douala. Ce programme, le PACOM, financé depuis 2012 par la Commission européenne, se réjouit d'être un engagement de ce partenaire au développement aux côtés du secteur privé camerounais dans ce contexte de mise en œuvre des APE. On a entendu ce dernier coup de pile, ou avant-dernier, le déroulement qui s'est intensifié vers la fin avec de plus en plus des engagements et aussi des paiements, avec de résultats concrets que le bénéficiaire va vous expliquer. Doté d'une enveloppe de plus de 6,5 milliards de francs CFA, le PACOM aura servi entre autres au profilage de 182 PME de sous-traitance et à la formation d'une centaine de personnels d'entreprise. Depuis la mise en route du Centre technique agroalimentaire du Cameroun, CTACAM, un ensemble d'opérations a été mené par le truchement du PACOM, notamment la capacitation du personnel qui a été recruté. Le PACOM est exécuté par le gouvernement camerounais avec l'assistance, entre autres, de l'ONUDI. Le salon de l'action sociale et de la petite enfance se poursuit à la maison du parti de Bonanjo de Douala. Plus de 100 médecins consultent et offrent gratuitement des médicaments aux patients, une réalité vécue par la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, qui était à Douala hier pour la cérémonie officielle d'ouverture du FOPSO. Lille Piedjou et Armand Pagna pour les détails. C'est parti pour la 3e édition du Salon de l'action sociale et de la petite enfance, FOPSO 2018. Le ministre des Affaires sociales a procédé ce mercredi matin à la maison du parti de Bonanjo à Douala à l'ouverture officielle de ce salon dont l'une des missions premières est la lutte contre l'exclusion et la précarité. Les félicitations et les encouragements du gouvernement pour sa contribution citoyenne à la lutte contre l'exclusion et la précarité. Ce salon suscite l'adhésion de plusieurs entreprises et autres partenaires nationaux et internationaux à la problématique de l'encadrement des personnes socialement vulnérables. Les exposants sont là. Nous encourageons la population à venir prendre les soins, c'est gratuit. Venez vous soigner, amenez les enfants qui ont des troubles de langage, des troubles moteurs, des troubles mentaux, même la famille, les problèmes cardiaques, neurologiques, gastro, il y en a des médecins de toutes les spécialités. Pour la promotrice du FOPSO, la satisfaction est totale. Elle le sera davantage pendant ce salon qui donne la possibilité aux milliers de visiteurs de se faire consulter gratuitement. Nous sommes essentiellement sociaux dans l'âme. Dans ce sillage que nous sommes dotés d'une fondation qui est une initiative noble et louable de Mme Colette Chatoué qui se déploie sur le terrain non seulement pour accompagner des événements pareils ayant pour but de la promotion de l'action sociale comme FOPSO, mais nous sommes également sur le terrain pour soutenir les couches sociales défavorisées. Au terme de cette cérémonie officielle, Pauline Irène Guéné a fait le tour de tous les stands de ces entreprises citoyennes qui promeuvent l'entrepreneuriat social. Et en matière de santé toujours, surtout dans le domaine de l'échographie, les populations de Bana viennent de recevoir un appui du Paris Mutuel Urbain Camerounais. Un nouvel échographe a ainsi été offert à l'hôpital de Bana pour un meilleur encadrement sanitaire. Le public reportage de Walter Bertrand. Les populations de Bana n'effectueront plus de longs et coûteux déplacements afin d'avoir certains soins de qualité. Et pour cause, le Paris Mutuel Urbain Camerounais, entreprise citoyenne, à l'écoute et en réponse à leurs besoins, vient de doter l'hôpital de Bana d'un nouvel échographe. Outre ce matériel médical, le PMUC a remis à neuf dans sa structure le circuit de plomberie, un groupe électrogène, bref, la restauration du circuit en eau. Coût total des travaux, auxquels s'ajoute l'échographe portatif, plus de 5 millions de francs CFA.
PMUC est une compagnie installée au Cameroun depuis près de 23 ans et le PMUC accompagne le gouvernement camerounais dans de nombreuses actions, notamment dans le domaine social et caritatif. Et c'est ainsi que le PMUC offre ou a offert de nombreux matériels à de nombreux hôpitaux depuis plus de 2 ans pour une valeur de plus de 50 millions. Le PMUC est allé dans le nord, dans l'extrême nord, dans le centre, dans le sud et aujourd'hui nous sommes à Bana. Une action de solidarité qui doit changer la vie de l'hôpital de Bana et ses environs. Un sentiment de reconnaissance parce que l'échographe que nous venons de recevoir a été pendant plusieurs années un besoin réel pour cet hôpital. Et nous sommes vraiment reconnaissants à l'endroit du PMUC qui nous permet de combler ce besoin qui n'était pas des moindres. Je crois que tous nous savons à quoi sert l'échographe. Un geste fort du PMUC qui trouve un écho favorable chez les autorités. Les ressources humaines constituent la première richesse d'une nation et que cet apport que le PMUC vient de faire à cet hôpital est déterminant. Et comme je l'ai dit, le PMUC est une entreprise citoyenne. On l'a toujours vu à l'œuvre et cette fois-ci, c'est chez nous dans le Honcam. Nous disons merci au PMUC et nous recommandons aussi au personnel médical le bon usage de tout ce matériel technique. Le pari mutuel urbain camerounais par cette autre action aide de façon durable les populations, surtout les couches défavorisées. De Bana, rendons-nous à Baham, toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, pour parler de cette tournée parlementaire de l'honorable Faustine Fotso à Baham, justement, où l'élu du peuple a rencontré des populations, a esquissé une sorte de compte rendu parlementaire devant ces populations, en les invitant justement à s'inscrire sur les listes électorales à l'aune des échéances à venir dans notre pays. Suivons ce reportage. En cas de maladie, vers les centres hospitaliers et la création des centres de formation gratuite en micro-informatique dans tout le département. La population des Badenkop et surtout les jeunes lui disent merci, vu tout ce qu'elle envisage de faire dans notre si beau village qui est Badenkop. Nous invitons plus de jeunes à quitter de la ville et de venir au village, car cette formation est gratuite. Renforcer le projet micro-informatique qui nous a permis d'approfondir nos études avec. Donc pour cela, je lui dis grandement merci. Invité à ce rendez-vous, l'élite des hauts plateaux n'a pas boudé ce plaisir, surtout que les réalisations de l'honorable parlent d'elles-mêmes. La tournée s'est achevée.